Le Chili a connu une situation d'instabilité politique dans les années 1970, marquée par l'élection démocratique d'un président à l'idéologie marxiste du nom de Salvador Allende, une première mondiale. Allende, né en 1908, a déjà été candidat 3 fois pour la présidentielle, vaincu par des candidats plus tristes à chaque élection précédente. En accédant au pouvoir, Allende entama des réformes économiques d'une grande ampleur, impliquant la nationalisation de multiples entreprises, la rationalisation de la nourriture, ainsi que l'amélioration nette des salaires et des conditions de vie des habitants chiliens. Cependant, ce changement de régime démocratique, survenu à l'apogée de la guerre froide, a été un coup dur pour les États-Unis, qui luttaient contre l'invasion des pensées marxistes à travers le monde, ce qui faisait partie de leur politique de containment, visant à contrer l'influence communiste de l'Union soviétique. Avec la coopération de la CIA et de l'opposition chilienne, le régime d'Allende a été rapidement déstabilisé, culminant avec des grèves nationales, des manifestations et les préparations de conditions idéales pour un coup d'État. Uli Tecklenburg était un étudiant de sociologie, s'étant déplacé au Chili afin de finaliser son travail de mémoire. Il est arrivé en 1972 et a été affecté par les événements créateurs du coup d'État. Tout le quotidien, comme ça, était imprégné de la question politique, comme ça. On savait tout de suite chez qui on était, est-ce qu'il était pour, contre le gouvernement d'Allende, et on parlait beaucoup de ça. Les événements politiques beaucoup plus directement avec les gens qu'on rencontrait. Après, quand je suis rentré à l'université de Valparaiso, dans cet institut où je travaillais après, il y avait ce qu'ils appelaient un coteo, c'est-à-dire les gens, ils étaient divisés entre les partisans et les opposants du gouvernement d'Allende. Et si la partie de gauche faisait entrer quelqu'un dans l'institut, l'autre, il devait aussi faire entrer quelqu'un pour maintenir l'équilibre politique dans cet institut. Toutes les mesures et tout ça étaient imprégnées par la vie politique. Peu avant le coup d'État du 11 septembre 1973, la distribution et la rationalisation de la nourriture sont devenues irrégulières. Ceci est dû à deux facteurs. Là était effectivement un sabotage délibéré de la droite, comme ça, de retenir de certains produits pour d'autres produits. Ils avaient même carrément, dans certaines fabriques, ils avaient arrêté la production, ça c'était une des raisons, ou pour d'autres, ils retenaient comme les aliments. Et la preuve qu'ils le retenaient, moi j'étais là-bas après le coup d'État. Le lendemain du coup d'État, les magasins étaient pleins. Comme par enchantement, comme ça. Et on trouvait du sucre et tout ça, parce qu'ils avaient ouvert. Bon, avant déjà, le gouvernement d'Allende a essayé, quand il trouvait de ces lieux de stockage où les produits étaient stockés, il les ouvrait de force, comme ça. Et ils obligeaient les propriétaires de les mettre sur le marché. Quelques semaines après le coup, la répression véritable du nouveau régime s'est mise en place sans frein, menaçant les vies et les libertés de tous les étrangers, enregistrés ou non. Le matin du coup d'État, je me suis levé. Valparaiso, c'est une ville comme Lausanne, comme ça, qui est toujours dans les pentes. D'abord, il y a la copine de mon copain chilien, avec qui je vivais, qui a frappé à ma porte et qui a crié « Golpe, golpe, golpe !» Alors, coup d'État. Et moi, je suis levé et j'ai vu que les gens montaient de nouveau pour se rendre à la maison et pas descendre pour aller au travail. J'ai pris le téléphone était coupé. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui joue pas. Je suis allé dans le quartier, j'avais un collègue de l'université qui habitait là, et c'est là qu'on a écouté le dernier discours d'Allende. Il y a un hélicoptère qui commençait à survoler la région avec des portes ouvertes en rase-motte comme ça, avec un mégaphone, et qui disait toque de queda, donc couvre-feu.
Les étrangers ont alors été invités à se présenter au poste de police le plus proche afin de légaliser leurs papiers. Cependant, étant donné que la junte avait une vision très négative des étrangers entrés lors de la gouvernance d'Allende, l'issue de cette affaire ne pouvait être aucunement bonne. Mais quand j'étais déjà en Suisse, j'ai su que j'étais recherché. Et aujourd'hui, je suis convaincu comme ça que si je m'étais présenté aux militaires ou à la police, je ne serais plus là aujourd'hui. Marie Bonnard a rencontré Uli Tecklenburg en 1972 au Chili. Urbaniste, elle s'est rendue dans ce pays pour changer d'air, mais a dû rentrer en Suisse peu avant le putsch pour des raisons de santé. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de créer dans la deuxième partie des années 1970 un élan de solidarité au peuple chilien à travers différents cantons suisses. Et on a créé un comité de soutien au peuple chilien, qu'on a appelé brièvement Comité Chili. Au début, on a fait des manifestations de rue, notamment pour dénoncer la situation au Chili. On a fait une manifestation très importante qui a eu beaucoup de succès, qui a ramené encore des gens solidaires qui se sont connectés avec notre groupe, et avec de la musique, des chants, des conférences, des films, etc. On a eu pas mal de contacts avec des Chiliens qui arrivaient à Genève, avec qui on a développé des relations d'entraide, etc. On est aussi intervenu avec les autres groupements en Suisse auprès de la Confédération pour essayer d'exiger que la Confédération accepte un plus grand nombre de réfugiés politiques. Parce que comme l'a dit Willy, l'ambassadeur au Chili était plus que timoré. C'est peu dire. Oui. Carrément opposé. Carrément opposé. L'action la plus importante qui a été faite par le comité, ça a été un peu la dernière action parce qu'elle nous a donné tellement de travail. On a appris en 1977, donc 4 ans après le coup d'État, qu'un réfugié chilien qui était en Allemagne était venu témoigner ici à Genève auprès d'un groupe ad hoc chargé d'enquêter sur les mauvais traitements au Chili. La Commission des droits de l'homme. Lié à la Commission des droits de l'homme, quoi. Et ce réfugié chilien a dénoncé qu'il avait été torturé juste après le coup d'État et que quand il est arrivé pour faire son témoignage, il a reconnu dans la salle les membres présents un dénommé Louis Winter qui avait été nommé une sorte de juge d'instruction. C'est pas le même système qu'en Chili et Suisse, mais c'était une sorte de juge d'instruction militaire, naval en plus. Il l'a reconnu parce qu'il le connaissait au Chili, de l'université. Et il a reconnu que c'est lui qui s'était occupé de gérer son enquête et qu'il avait ordonné qu'il soit torturé, quoi. Alors, il l'a dénoncé auprès de ce groupe ad hoc, enfin auprès de la Commission des droits de l'homme. Nous, on l'a su et puis on a décidé de propager cette information en créant un document qu'on a nommé de façon un peu dure, un bourreau à la Commission des droits de l'homme. On a donc décidé de publier ce document de dénonciation, d'accusation, ici à Genève, dans la presse. Et naturellement, ça a été un peu la bombe, parce que du coup, Louis Winter a porté plainte pour atteinte à l'honneur, quoi. Alors là, il y a eu toute une procédure civile ici à Genève par un juge genevois pour savoir comment ça s'était passé, etc., qui avait lancé ces accusations. Et finalement, on a décidé collectivement que c'était moi qui m'annoncerais comme responsable, disons, de cette opération. Donc j'ai été à ce moment-là appelé à passer devant le juge d'instruction, etc. Et puis il y a eu tout le processus
qui a conduit une année plus tard, 78 comme ça, à ce que finalement la Cour civile a décidé de ne pas donner suite à cette plainte parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments, que c'était trop complexe, etc. Mais malgré que l'affaire a été classée par les juges, Louis Winter a insisté pour que son problème de diffamation soit correctement résolu. Ce procès s'est donc prolongé de 3 années supplémentaires. Voilà, pour finir, j'ai été acquittée pour raison que le travail du comité Chili avait été quand même conduit attentivement. On avait recherché toutes les preuves qu'on pouvait rechercher, qu'il était impossible d'aller enquêter sur place au Chili, bien entendu, parce qu'on était encore en plein dans la junte chilienne. Et on pouvait estimer que moi personnellement, puisque j'étais l'accusé, j'étais de bonne foi. Donc j'ai été acquittée. L'État de Genève a supporté les frais de procédure. Louis Winter a été, condamné à me verser 1000 francs de dédommagement parce qu'il n'avait pas eu raison finalement. Naturellement, il n'a jamais payé ces 1000 francs. Voilà. On en a beaucoup parlé de ce procès. Il y avait une foule très impressionnante qui soutenait le comité et moi-même pendant les 3 jours. Ça a été, si vous voulez, un très grand succès. Moi, personnellement, je l'ai très mal vécu, mais j'en suis encore ému. Ce qui était le plus insupportable, c'était de voir cet homme qui siégeait à la commission des droits de l'homme, qui parlait comme il parlait, défendu par un avocat qui a été d'un manque de respect à mon égard, quoi. Et surtout, la pire des choses, c'est qu'on n'a pas arrêté de brasser le sujet principal qui était la torture, quoi. Donc il y a eu des exemples de torture, etc. Et ça, c'était extrêmement difficile à avaler, quoi. Abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. Mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó